Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par l'ADEME et le média Cadre de Ville. Je me présente, je m'appelle Alexia Conrad, je suis journaliste au sein de la rédaction de Cadre de Ville, un média de presse professionnel qui couvre l'actualité des projets urbains en France. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire consacré au commun, une notion qui, pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce terme, désigne des ressources gérés collectivement par une communauté. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur des communs numériques et particulièrement ceux qui innovent au service de la transition écologique. C'est pas la première fois que l'on évoque ce sujet en webinaire. L'ADEME a déjà lancé 3 appels à communs. Une première édition avait été lancée en 2021, une deuxième en 2023, la troisième c'était en 2025 l'an dernier. Et le quatrième appel à commun vient tout juste de démarrer. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Depuis 5 ans, près de 300 candidatures ont été déposées et 70 lauréats ont été accompagnés. Nous organisons ce webinaire pour partager avec vous de nouveaux outils issus de la dernière promotion des appels à communs. On va voir des outils numériques qui ont été conçus ou sont en voie de conception pour mobiliser sur les questions d'atténuation et d'adaptation. Un mot sur le programme, peut-être avant tout. Nous allons démarrer par un mot d'introduction avec Héloïse Calvier, qui est chargée d'accompagnement à l'innovation à l'ADEME. Elle va nous expliquer pourquoi l'ADEME s'est intéressée à la notion de commun et comment, grâce au commun, l'ADEME met ses outils au service de la transition écologique. Elle nous présentera également la 4e édition de l'appel à commun. Viendront ensuite 3 présentations de communs développés dans le cadre du dernier appel à commun de l'ADEME, à savoir le logiciel IceTool Plus, une version améliorée de l'IceTool, qui est un outil de modélisation pour visualiser concrètement les vagues de chaleur. Ce sera Tatiane Martins, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, qui nous exposera cet outil. Nous aurons ensuite une présentation du MOOC sur l'auto-rénovation accompagnée, qui nous sera donnée par Rémi Cognier, responsable développement à l'ASDER. Et le 3e retour d'expérience sera celui de Bertrand Gervais, président de Somewhere, qui nous présentera le calculateur Vélu participatif national. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'échanger avec une partie des partenaires qui nous expliqueront pourquoi leur structure a décidé de s'engager dans cette aventure. Nous échangerons d'abord avec Charlotte Tollis, chargée des programmes nationaux à la Fondation Massif, et Marie-Agnès Sherman, responsable de la fabrique de la donnée territoriale au service de l'offre et des communs à l'hygiène. Enfin, s'il nous reste un peu de temps à la fin, vous pourrez poser des questions additionnelles parce que tout au long des interventions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je les relayerai avec grand plaisir. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Mais avant tout, je laisse la parole à Héloïse Calvier de l'ADEME qui va nous présenter quelques éléments de cadrage. Merci beaucoup Alexia. Bonjour à toutes et toutes. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Super. Bon, alors je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'appel à commun, je vais quand même revenir un petit peu sur cette notion de commun qui était pas explicite dans le titre du webinaire. On a choisi de parler d'intelligence collective qui parle un peu plus en général que la notion de commun, qui est pas toujours connue, mais pourtant qu'on en connaît toutes et tous autour de nous, des communs qu'on utilise comme Wikipédia, qui est sans doute l'exemple le plus connu, donc l'encyclopédie libre. Et Wikipédia, donc on dit que c'est un commun puisqu'il c'est une encyclopédie qui coche toutes les cases des communs, donc les cases qui correspondent aux angles des triangles que vous voyez à l'écran. Donc on a l'exigence sur la ressource ouverte, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser le contenu de Wikipédia, y avoir accès. Ensuite, on a le pilier communauté. Donc, il y a une communauté d'utilisateurs et de contributeurs qui va modifier les pages de Wikipédia, les mettre à jour, en créer de nouvelles. Et ça, donc, tout le monde peut le faire. Donc, c'est une communauté qui est ouverte. Et également, on peut toutes et tous prendre part aux décisions qui concernent Wikipédia à partir du moment où on est contributeur. Donc, il y a plusieurs cercles de gouvernance. Donc, on a bien cette gouvernance partagée qui est le dernier pilier des communs.
Et j'ai aussi pris cet exemple donc, que vous voyez à l'écran, qui est tiré de la formation en ligne sur les communs de la transition écologique, qui est disponible sur ADEME Academy, si vous voulez creuser un peu le sujet des communs, donc qui oppose OpenStreetMap et Google Maps. Donc on a deux ressources qui sont a priori similaires en termes de fonction donc sur la cartographie. Mais dans un cas, on a OpenStreetMap qui est un commun et dans l'autre cas, on a Google Maps qui n'est pas un commun. Même si c'est vrai qu'à priori, sur Google Maps, on a quand même, on peut le voir sur le triangle en bas, un principe de contribution. Donc on peut rajouter de nouvelles adresses et n'importe qui peut le faire. Mais pour autant, on ne remplit pas les cases on ne coche pas les cases de la ressource ouverte puisqu'on ne peut pas extraire les données de Google Maps et on ne peut pas non plus prendre part aux décisions qui concernent le projet alors qu'on peut le faire dans OpenStreetMap. Donc, donc voilà pour cette première définition des communs, mais on va voir donc après, comme le disait Alexia, d'autres exemples donc, qui concernent cette fois plus les communs de la transition écologique. Alors ensuite, sur l'appel à commun de l'ADEME, donc, qui est un dispositif qui vise à soutenir exclusivement des communs au service de la transition écologique. Le premier appel à commun a été lancé en 2021 et c'était dans le cadre de la stratégie innovation de l'ADEME. Heu et le but, c'était donc de proposer un dispositif qui permette de mieux se coordonner entre acteurs de la transition écologique, face à l'urgence, climatique. Donc la proposition, c'est de mutualiser, nos ressources, donc que ce soit nos compétences, notre temps, pour développer ensemble, des ressources ouvertes, donc les communs, qui répondent, à des besoins, partagés par, l'ensemble des acteurs, qui travaillent, dans la transition écologique. Hem et ces ressources, ouvertes, donc les communs, vont nous permettre, de progresser de façon plus juste, plus rapide, pardon, et moins coûteuse, que si nous le faisions, chacun de façon isolée. Donc, si chaque acteur, reconstruisait, la même solution, en tout cas des solutions similaires, chacun de son côté. Hem, c'est avec l'appel à commun, ça me semblait intéressant de traiter de sujets, innovants, puisque, par les communs, on arrive à réduire les risques qui sont inhérents à l'innovation, puisque au lieu d'avoir, les risques de l'innovation qui pèsent sur un acteur qui porte le projet, les risques sont dilués, sur l'ensemble de la communauté d'acteurs. Donc, donc ça va être facilitant pour explorer de nouveaux sujets et par ailleurs, quand on est dans un contexte d'incertitude, il arrive que les projets, n'aillent pas au bout, hem de ce qui était, prévu dans la feuille de route. Mais pour autant, comme on est dans le contexte des communs, des licences ouvertes et de la documentation qui est rigoureuse dans le cadre des communs, on va pouvoir, cela va éviter de perdre toutes les connaissances qui sont produites malgré le fait que le projet s'arrête. Et donc d'autres porteurs vont pouvoir, reprendre le projet, et donc comme ça ne pas repartir de zéro dans l'exploration, d'un sujet. Donc, voilà, c'est pourquoi ça nous semblait intéressant de traiter, d'utiliser les communs, pour ces sujets d'innovation, liés à la transition écologique. Donc c'est un dispositif qui s'adresse à tout type d'acteurs, que ce soit public ou privé, donc entreprises, associations, collectivités. Hem, tous les projets, sont éligibles, peu importe le stade de maturité, donc ça va de l'idéation, à la V1, V2, V3. Uniquement les communs numériques, sont acceptés. Donc, on parle là notamment de logiciels, de plateformes, d'applications, de données, de standards ouverts, mais vous en aurez des bons exemples, tout à l'heure. Ensuite, donc on regarde, 4 principes qui sont très importants dans le cadre, de l'appel à commun. Donc à commencer par, la posture collaborative. Donc à la lecture du projet, on doit sentir que les porteurs sont, dans cette posture qui sont, donc volontaires pour, diffuser au maximum, les ressources qui sont produites et aussi pour se relier à des acteurs qui travaillent déjà, sur le sujet. Hem, on est aussi, en attente de projets qui sont encadrés par des licences ouvertes, ce qui va permettre, d'utiliser, les ressources qui sont produites et de les améliorer, selon les contextes, par les membres de la communauté. Mais la licence ouverte ne suffit pas, il faut aussi une documentation, qui est rigoureuse dans le cadre des communs pour permettre faciliter l'arrivée de nouveaux acteurs, dans les projets, leur permettre de se repérer. Hem et donc là, vous verrez, si vous allez sur le site,
de candidature de l'appel à commun, tous les projets, et ceux en amont même de la phase de sélection, sont décrits de façon publique, donc pour favoriser le recoupement entre les projets en amont de la sélection. Et enfin, dernier critère d'éligibilité, donc répondre à au moins l'un des défis qui est proposé pour l'édition en cours de l'appel à commun. Je vous les présenterai juste après pour l'édition qu'on vient de lancer, la 4e. Ensuite, l'offre d'accompagnement, donc on propose un soutien financier à l'ADEME qui va jusqu'à 70% des coûts éligibles du commun, dans une limite de 80 000 euros, sur une convention d'aide de maximum 18 mois. Également un soutien technique de la part de l'ADEME et de ses partenaires, donc ça c'est suivant les sujets qui sont retenus et le champ de compétences des partenaires. On a également un accompagnement sur le volet commun pour aider les porteurs à faire tous les choix techniques qui concernent la gouvernance, la licence ouverte, etc. Donc on est accompagné par une équipe experte sur les communs. On valorise aussi les communs de lauréats et on leur propose d'intégrer la communauté des communs de la transition écologique. Donc comme je vous disais, l'appel à commun existe depuis 2021 et en 2025, on a lancé la 3e édition qui s'est clôturée à la fin de l'année, ce qui nous a permis de recevoir plus de 120 candidatures, de soutenir 25 lauréats, dont 20 qui sont financés par l'ADEME et 5 par la Fondation Massif, qui a été partenaire de cette édition, aux côtés aussi de l'IGN et de France Tiers-Lieux. Le montant total des aides pour cette édition était de 1,6 million d'euros et la moyenne des aides attribuées était de 60 000. Donc, sur les graphiques en bas, donc, vous voyez la répartition par type de ressources retenues. Donc, on a notamment beaucoup de plateformes numériques, de boîtes à outils numériques et la répartition par défi aussi. Donc, on avait 4 défis. Donc, on aura de très bonnes illustrations tout à l'heure, notamment sur l'axe bâtiment, habitat, aménagement et mobilité et logistique. Donc, le bilan global suite à ces 3 éditions de l'appel à commun, c'est l'efficacité de l'argent public, hein, puisque après analyse, on voit que près de 40% des communs lauréats sont réutilisés pour d'autres projets de transition écologique. Ça, c'est un critère qui est très important pour montrer la, la pertinence du dispositif. Ça nous a également permis de monter en compétences sur les communs et l'open source, que ce soit en interne à l'ADEME ou en externe, puisque, donc, comme je le disais en introduction, donc on a créé une formation e-learning qui est disponible sur ADEME Academy, donc, pour montrer le potentiel, expliquer le potentiel des communs appliqués à la transition écologique. Cet appel à commun, c'est aussi intéressant pour renforcer notre souveraineté, notamment numérique. Donc, c'est dans un rapport sur la souveraineté numérique du Conseil de l'IA et du numérique qu'on rappelle donc l'urgence d'organiser la coopération entre le public, le privé et les communs numériques. Et c'est aussi un moyen de participer à la transformation de l'action publique, donc via ces nouveaux dispositifs, aux côtés d'autres organisations qui lancent aussi des appels à commun. Donc maintenant, un petit mot sur la nouvelle édition qu'on vient de lancer le 23 juin, avec 3 défis à relever en lien direct avec les enjeux actuels de politique publique. Donc, à commencer par le premier défi, coopérer pour électrifier l'industrie, les bâtiments et la mobilité. Un deuxième défi sur l'affichage du coût environnemental et un dernier sur coopérer pour s'adapter et éviter la maladaptation. Donc, vous pouvez retrouver le détail de chacun de ces défis avec un cadrage un petit peu plus précis sur le site de candidature, donc Innover pour la transition. Et en termes de calendrier, donc on s'organise en 2 vagues de sélection. La première qui aura lieu le 1er septembre 2026, avec un comité de sélection le 6 octobre, et la deuxième vague le 2 février 2027, avec le comité de sélection le 9 mars 2027. Et j'ai terminé ma partie avec toutes les ressources qui vous seront utiles pour notamment candidater, mais aussi en savoir plus sur les communs de la transition écologique. Donc vous aurez après les supports qui vous permettront d'aller voir tous ces liens. Voilà, j'ai terminé et je te Merci. redonne la parole, Alexia. Merci. Merci beaucoup, Héloïse, pour ces éléments de cadrage qui donnent le contexte dans lequel
s'inscrit ce webinaire. Une question dans le chat indiquait est-ce qu'on aura accès au support? Oui, tous les supports vous seront transmis par mail. On va donc tout de suite donner la parole avec un premier retour d'expérience. On l'a vu à nouveau de très près avec les 2 premières canicules de 2026, l'aménagement des territoires a un véritable impact sur la chaleur ressentie. L'effet d'îlot de chaleur urbain participe au fait que les températures ne descendent pas la nuit. Tatiane Martins, vous êtes maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Et vous allez participer à la création de l'Icestool Plus, une version améliorée de l'Icestool qui existe aujourd'hui et qui est intégrée à QGIS. Peut-être avant de commencer à nous présenter le projet de création de ce nouvel outil, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la surchauffe urbaine? Alors, je vais peut-être démarrer la présentation parce que je viendrai justement sur ce sujet. Donc, je mets cette définition. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour tout le Oui, monde? c'est parfait. C'est parfait. Super. Donc, je voudrais d'abord vous remercier, les organisatrices de cet événement, donc pour l'invitation à rejoindre ce webinaire. Donc, le sujet de cette intervention, je pense que ça résonne particulièrement bien avec l'actualité, étant aujourd'hui tous et toutes entre une vague de chaleur qui vient tout juste de terminer, une nouvelle qui est déjà annoncée pour les prochains jours. Donc, surchauffe urbaine, quels outils de modélisation pour répondre aux enjeux d'adaptation de l'espace urbain aux vagues de chaleur? Donc ça, c'est le titre de cette intervention. On va revenir sur ces concepts. Mais c'est aussi l'ambition du projet Icestool Plus, comme Alexia a déjà dit, donc soutenu par l'ADEME dans le cadre de l'appel à commun 2025 et qui est mené en partenariat. Donc c'est l'école d'architecture ensemble avec le LMDC, le laboratoire de l'INSA de Toulouse, Nobatech, et GIS, qui est à la base de la conception de cet outil. C'était un ancien étudiant de l'INSA, et Toulouse Métropole. Donc, c'est un projet qui vise à développer un commun numérique d'aide à la décision pour l'adaptation des villes face à la surchauffe urbaine. Donc, les vagues de chaleur, je pense que ce n'est plus, voilà, c'est plus un événement exceptionnel ni isolé. On le voit maintenant de plus en plus précocement, enfin, c'est de plus en plus fréquentes, sont des longues, sont intenses et sont aussi responsables d'une surmortalité maintenant sans précédent. Donc la chaleur extrême est une réalité à laquelle nos villes doivent se confronter, car c'est un véritable enjeu de santé publique aujourd'hui. Donc selon les projections, on a un Français sur 7 qui vivra dans les prochaines décennies sur un territoire exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes à chaque été. Donc, les villes sont particulièrement concernées et c'est là la question parce qu'elle concentre aujourd'hui la plupart de la population déjà. Donc, c'est plus de 95% des Français habitent aujourd'hui en ville, mais aussi parce que ces espaces-là, les villes, concentrent aussi de nombreux facteurs qui amplifient les températures. Donc, c'est là l'effet connu, je pense, partout aujourd'hui, la question de l'eau de chaleur urbaine, donc dû à la minéralisation des sols. Donc, dès qu'on vient intervenir sur un milieu naturel pour construire nos bâtiments, pour la forme, comment ces bâtiments ils s'organisent entre eux à différentes échelles, la raréfaction de la végétation, ou encore la multiplication des climatiseurs individuels qui apportent du confort à l'intérieur des bâtiments, certes, mais rejette de la chaleur supplémentaire à l'extérieur, ce qui amplifie davantage un problème qui est collectif. Donc, on va avoir cet effet de l'eau de chaleur urbain, surtout, enfin, ce qu'on dit, c'est un effet nocturne, parce que tous ces caractéristiques, ces facteurs font que les températures restent piégées en ville. La question n'est donc plus de savoir si nous devons adapter nos villes, mais comment le faire efficacement en essayant d'identifier les leviers les plus pertinents, en tout cas les plus adaptés à chaque contexte, parce qu'on n'a pas qu'un seul îlot de chaleur urbain, on en a plusieurs dans une ville, ça dépend de comment cet aménagement il est mené. Et c'est là que les outils de modélisation peuvent jouer un rôle déterminant. Donc, face à cette situation, à ce contexte, donc on sait, hein, les collectivités sont aujourd'hui soumises à une pression pour agir très rapidement, surtout quand on est en été, donc tout en prenant des décisions
aussi qui engagent durablement la transformation de leur territoire. Mais dans la pratique, il y a quelques verrous qui subsistent. Je soulève certains qui sont en lien avec la problématique de projet de recherche. Donc, le premier, c'est d'un côté, on voit une multiplication des études en microclimatologie urbaine. Moi, je suis concernée, donc avec des outils de simulation très performants. Ceci demande des données nombreuses, hein, des compétences très spécifiques, des temps de calcul qui peuvent être très importants, donc difficiles à mobiliser de manière systématique dans les délais habituels de projet. Et ça, donc on sait que ce sont dans les premières phases phase de conception de projet où les décisions les plus structurantes sont prises, alors que les équipes ne disposent que de très peu d'outils, des informations aussi suffisantes et des outils simples permettant de comparer rapidement des différents scénarios. Et les questions qui reviennent à ces moments-là sont souvent très concrètes. Où végétaliser en priorité? Quel type de végétation privilégier? Faut-il investir dans l'ombrage, dans la naturation du sol, ou plutôt changer les revêtements avec un budget souvent limité? Donc, quelles sont les actions qui vont avoir un impact plus conséquent pour ce contexte-là, urbain, et avec un budget donné? Donc, pour répondre à ces besoins, donc, nous travaillons sur IceTool, c'est un outil open source qui existe. Ça a été développé, comme je vous ai dit, donc, par Arthur Evrand, qui était un ancien étudiant de l'INSA, qui est maintenant, qui porte ce développement chez GIS. Donc, c'est un outil qui est hébergé dans QGIS, un plugin qui vient s'installer dans cette plateforme SIG qui est largement utilisée par les professionnels de l'aménagement et qui utilise des données disponibles déjà dans IGN, la BD Topo. Et c'est à partir de ces données-là, OpenStreetMap, etc., qu'on va pouvoir faire un diagnostic rapide déjà sans quitter cette interface de projet d'évaluation, permettant de faire une analyse, un diagnostic rapide du potentiel de surchauffe d'un projet, d'une situation qui existe déjà pour compléter un diagnostic, sans avoir mobilisé des chaînes de modélisation complexes en fournissant en quelques minutes des indicateurs synthétiques. Donc, aujourd'hui, on peut avoir rapidement le coefficient de biotope pondéré, le taux d'artificialisation, le coefficient de ruissellement et aussi la température de surface sur 24 heures. Donc, ça permet de comparer facilement plusieurs scénarios d'aménagement, ce qui est particulièrement intéressant pour accompagner les discussions et rendre possible une évaluation aussi de l'impact relatif des choix de certains matériaux de revêtement de sol dans les situations très en amont du processus de conception. Alors, si c'est la simplicité d'utilisation, le principal atout d'IceTool, c'est parce que ça repose aussi sur un certain nombre de simplifications. Donc, certaines constituent les principales limites de la version actuelle qui sont au cœur du projet IceTool Plus. Donc, la première limite, la base de données des matériaux. Donc aujourd'hui, les surfaces sont décrites de manière relativement simplifiée, théorique, alors que leurs propriétés thermiques et radiatives, donc c'est notre hypothèse, comme à l'albédo, l'émissivité, l'inertie thermique, influencent fortement les phénomènes de surchauffe. Donc le deuxième, c'est essayer de dépasser une approche qui est aujourd'hui centrée sur les surfaces pour s'intéresser davantage à l'expérience des usagers. Donc l'idée, c'est de voir comment ça va répercuter cette température de revêtement, les températures réfléchies, sur le confort thermique des piétons. Donc, un troisième défi est celui de l'appropriation de l'outil. Donc, on ambitionne un outil plus lisible, plus pédagogique et plus facilement mobilisable dans le processus de décision pour qu'on ait un diagnostic rapide mais assertif. Donc, pour répondre à ces défis, le projet s'articule autour de 3 leviers complémentaires d'amélioration qui combinent recherche fondamentale, donc pour laquelle une thèse sera engagée, de l'expérimentation en laboratoire et aussi un développement de l'interface de l'outil. Donc le premier levier concerne la modélisation physique. L'objectif ici, c'est d'améliorer la représentation des transferts de chaleur. C'est l'objet de la thèse. Le deuxième levier consiste à enrichir la base des données des matériaux par campagne de caractérisation en laboratoire afin de constituer une base plus robuste et alimenter les modèles développés dans le modèle physique dans IceTool+. Enfin, le troisième levier s'agit de produire des indicateurs synthétiques scientifiquement validés, mais suffisamment simples pour être interprétés rapidement par les acteurs. Donc, le projet
ces leviers-là vont être travaillés sur différentes phases de travail, organisées sur 18 mois. Donc, la première phase, ça va être dès septembre de cette année, à identifier les besoins d'utilisateurs. Donc, nous souhaitons identifier les attentes des collectivités, des bureaux d'études, des aménageurs, afin que les évolutions de l'outil répondent à des usages réels. Donc, la deuxième phase consacrée au renforcement de modèles physiques. Troisième, l'expérimentation en laboratoire, pour laquelle il y aura un émissiomètre qui sera mis en place pour faire des analyses expérimentales et la production des nouveaux indicateurs liés au confort thermique d'usagers également. Et une dernière étape qui est aussi un peu plus transversale, qui comprend les formations, les ateliers et une démarche de co-construction afin que l'outil puisse réellement être approprié par sa communauté d'utilisateurs. Et c'est sur ces questions-là je reviens là, donc conçu comme un projet collaboratif dans le cadre de ce projet. iStool est avant tout donc en commun ouvert. L'objectif n'est pas simplement de produire un outil nouveau, mais de construire une ressource collective qui puisse évoluer avec la communauté. Donc, et maximiser ainsi son impact sur les territoires. Donc, la démarche repose donc sur 3 principes. Le premier, la co-construction. C'est pour ça que les ateliers vont être mis en place avec les collectivités, les aménageurs, etc. L'idée est que les besoins orientent les choix de développement de modèles, de l'interface, des indicateurs, afin de concevoir quelque chose qui ne soit pas juste à partir des considérations scientifiques, que ce soit facilement appropriable. Le deuxième, c'est celui de la contribution au commun. Donc, ça restera un logiciel open source. Le code sera partagé, la base de données de matériaux accessibles, documentée, afin que d'autres équipes puissent contribuer à son amélioration. Enfin, donc, le troisième principe concerne la formation. Donc, on souhaite aussi mettre en place un support pédagogique. Donc, on va travailler aussi surtout à l'école d'architecture, dans les ateliers urbains. On va intégrer ça un travail d'une sorte de living lab dans lequel on va mener une articulation entre l'usage d'outils en salle informatique, mais aussi avec un atelier de projets urbains et paysagers. Donc, pour faire vivre ce commande, donc n'hésitez pas, tous ceux qui sont là, à contribuer au développement du code et de la documentation, à les tester et partager vos retours d'expérience lors d'un usage ou par votre participation, peut-être des ateliers de co-construction à venir. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Tatiane Martens. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, je pourrais les relayer. Peut-être une première question assez rapidement pour pas être trop prise par le temps. Vous me disiez, lorsqu'on préparait ce webinaire, que pour l'instant, si on veut paver une ville de marbre blanc, l'iStool, il peut nous dire que c'est excellent et que c'est une très bonne décision. Et donc là, plutôt que produire des indicateurs de température de surface, vous souhaitez plutôt produire un indicateur de confort. Et finalement, les données que vous allez prendre en compte, est-ce que vous le savez déjà? Quelles sont les données que vous allez prendre en compte, finalement? Alors, c'est vrai que c'est une des limites qu'on souhaite dépasser, c'est le fait qu'on va aujourd'hui utiliser un modèle radiatif qui permet de calculer pour un morceau de surface urbaine une température. Donc, effectivement, elle est plus faible, ça veut dire que c'est très bien de point de vue énergétique et de l'amélioration de la surchauffe peut-être la nuit. Mais on ne tient pas en compte là. Donc, ça peut donner une indication c'est comme ça qu'il faut faire, prendre la vie toute en blanche. Mais pour un piéton qui va expérimenter cet espace, il va avoir des multiples réflexions qui vont avoir lieu dans la journée, avec une ville qui est entièrement très, très blanche. Et ça va augmenter son inconfort. Donc, ça veut dire que ce confort thermique de piéton, il est produit par diverses variables, dont la question de température radiante, donc ces multiples réflexions. Donc, c'est une des données qui va être considérée aussi, cette question d'améliorer le modèle physique permettant de prendre en compte ces réflexions. Et ensuite, il y a la modélisation d'un piéton, un type, donc qui doit être aussi intégré, la marche à l'extérieur, son métabolisme, les types d'habits, etc.
Voilà, c'est un modèle qui va encore être mis au point pour permettre d'avoir des indications aussi sur ces ressentis de jour. D'accord. Bah, c'est bien noté. On suivra le développement de l'outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser dans le chat. On prendra un petit temps à la fin des présentations pour poser des questions additionnelles. Mais on va tout de suite passer à un autre retour d'expérience d'un projet qui est plutôt sur la fin de son accompagnement, hein, car il est déjà déployé en partie. Je veux parler bien évidemment du MOOC ARA, donc pour auto-rénovation accompagnée. Rémi Cognier, est-ce que vous pourriez nous présenter votre MOOC et ses objectifs, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la possibilité de présenter cet outil. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien? Super, c'est parfait. Ok, super. Très bien. Du coup, moi, je travaille donc à l'ASDER, donc qui est une association basée en Savoie, qui depuis 45 ans a pour objet d'accompagner la transition énergétique des territoires, notamment à travers des formations professionnelles et l'accompagnement des particuliers, des collectivités, des copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable. Alors, l'auto-rénovation accompagnée, c'est quoi? C'est également appelé ARA, hein, ça consiste à faire une partie des travaux soi-même, accompagné par un professionnel. Donc on a eu l'enquête Trimi de l'ADEME qui a montré que près de 40% des gestes de rénovation sont réalisés par les occupants eux-mêmes. Et sur certains postes, comme par exemple l'isolation des murs, on était déjà en 2020 à plus de 50% qui étaient réalisés par les habitants. En 2023, l'ADEME a également alerté que seulement 2% de ces travaux sont accompagnés par un professionnel, ce qui peut générer notamment des non-qualités. Donc, nous sommes d'accord qu'une rénovation énergétique, c'est complexe. Il y a beaucoup d'enjeux d'un point de vue performance, sécurité, conformité. Et en plus, c'est un secteur qui connaît une pénurie de main-d'œuvre. On a un besoin de renouvellement des professionnels et notamment de l'artisanat, des boomers notamment. Et donc, du coup, avec la plateforme de formation Tipeee, l'ASDER a décidé d'accompagner la filière professionnelle à développer des nouveaux services auprès des autorénovateurs. Et donc, avec le soutien de la Fondation Massif, l'ADEME, des régions Bretagne et Grand Est, et du programme Amareno, qui vise à intégrer les matériaux bio et géosourcés dans la rénovation, nous avons ouvert le 18 juin dernier, donc il y a 15 jours, le MOOC ARA. Alors, l'objectif du MOOC, c'est permettre à l'écosystème de la rénovation énergétique de diversifier ses modalités de service pour développer des nouveaux marchés dans le secteur en contribuant à la montée en compétences des différents acteurs sur les aspects juridiques, assurantiels, méthodologiques et humains spécifiques à la modalité d'intervention qu'est l'accompagnement professionnel des chantiers d'autorénovation. Voilà, donc on l'a conçu comme un commun, donc comme vous l'expliquez, une ressource numérique pour le coup là éducative, gérée collectivement par une communauté avec laquelle nous avons établi des règles de gouvernance pour préserver et pérenniser cette ressource. Donc ce MOOC a été conçu par des professionnels de l'ARA, des professionnels de la formation, donc pour outiller les professionnels du bâtiment, donc les artisans, architectes, maîtres d'œuvre, les coopératives du bâtiment, des conseillers, des assistants à maîtrise d'ouvrage également, pour qu'ils deviennent des référents pour l'accompagnement des autorénovateurs.
Nous l'avons également imaginé pour que les acteurs territoriaux comme les élus ou les agents de collectivité puissent appréhender le sujet et mettre en place les dispositifs nécessaires sur leur territoire. Donc son objectif, c'est former ces publics à encadrer les différentes maîtrises d'ouvrage dans leurs projets de rénovation énergétique en mettant en place des dynamiques territoriales de soutien à l'autorénovation accompagnée. Donc là, vous voyez la diversité des contributeurs qui ont participé à la conception, qui ont fait des retours d'expérience ou pour diffuser, donc le CNFPT, des écoles d'archi, des départements, communes, communautés d'agglomération, des associations, des coopératives du bâtiment également qui ont participé à la conception. Voilà, donc on l'a imaginé en 5 séquences. Donc un MOOC, c'est une formation gratuite en ligne, ouverte à tous, qui généralement s'ouvre, qui est sur une période donnée, donc 1 mois, 2 mois. Là, on l'a imaginé comme une ressource ouverte en permanence, donc en self-paced. Là, on l'a ouvert il y a 15 jours. On ouvre une séquence par semaine jusqu'à mi-juillet. Et ensuite, il va rester ouvert en permanence pendant au moins 1 an. Et puis ensuite, on le réouvrira régulièrement. Mais les personnes peuvent faire la formation à leur rythme. C'est 1h30 par séquence. L'objectif, c'est d'apporter les clés pour comprendre les différents modèles d'intervention qui existent, maîtriser les aspects juridiques, assurantiels, techniques, pour structurer une offre professionnelle sur le marché. Ce projet collectif donc, répond à la fois à la montée en compétences nécessaires à la transition énergétique et répondre à la demande croissante d'accompagnement sur le terrain des maîtres d'ouvrage. Donc, on a choisi de rentrer dans ces séquences par des histoires vraies, des retours d'expérience, donc de nombreux acteurs, des maîtres d'ouvrage, des associations, des collectivités. Voilà, on a des artisans, des maîtres d'œuvre qui témoignent, des sociologues, ingénieurs, associations. Et ce MOOC montre qu'il est possible de faire de l'ARA avec une démarche de qualité conduisant à la performance. Donc, nous avons ouvert le MOOC, donc, comme je vous le disais, il y a 15 jours. Nous sommes aujourd'hui à 750 inscrits. 20% ont commencé le MOOC. Et donc, aujourd'hui, on ouvre la 3e séquence qui est l'ARA avec les territoires, avec de nombreux retours d'expérience sur ce sujet. Voilà. Ce commun a également pour objectif de dynamiser la communauté de l'ARA déjà existante, notamment dans le cadre du programme d'expérimentation de l'ADEME, COP-Réno, voilà, qui a financé différentes expérimentations sur l'ensemble du territoire. Par sa conception collective, il a permis de rapprocher les acteurs entre eux pour les faire travailler ensemble, créer du lien, permettre de relayer la communication de chacun. Nous avons également créé un lien fort avec un autre commun qui est porté par la FEDAC, qui est la Fédération des accompagnateurs, et qui a créé une plateforme qui s'appelle Hyperfab, qui est un wiki de l'accompagnement à l'autoproduction, qui a pour objectif de centraliser toutes les ressources qui existent sur l'autoconstruction et l'autorénovation accompagnée. Donc, depuis le MOOC, les participants peuvent voir directement cette plateforme, ils peuvent proposer des ressources, ils peuvent proposer des événements, ils peuvent proposer des formations. Voilà. Donc également, ils vont pouvoir échanger sur un forum, participer à des activités pédagogiques collaboratives. Ils peuvent s'identifier sur une cartographie qui a été développée par un autre acteur qui est un centre ressources qui est Envirobat Grand Est. Donc, on a mutualisé un certain nombre de communs qui existent déjà pour renforcer la dynamique. Ils vont pouvoir également proposer des sujets de webinaire qui seront intégrés et diffusés dans le cadre du MOOC et
accessible en replay sur le MOOC, mais également via la plateforme Hyperfab. Donc le MOOCara, il répond à la nécessité de démocratiser une autorénovation accompagnée performante, sûre et structurée, grâce à des professionnels et des acteurs publics formés aux bonnes pratiques. Donc ce commun a pour objectif d'accélérer la rénovation énergétique performante en France en dynamisant un écosystème coopératif qui existe déjà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Donc vous aurez le lien là ici sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable pour vous inscrire gratuitement à cette formation en ligne. Super, merci beaucoup Rémi Cognier de nous avoir présenté le MOOCara. Alors, vous le disiez, déjà 750 inscrits en quelques semaines. Et est-ce que parmi les 20% qui ont déjà débuté les tout premiers, il y a déjà eu, c'est certainement encore peut-être un peu tôt, mais il y a déjà eu un peu une prise en main des outils, quelques propositions de ressources, ou pour l'instant c'est beaucoup trop tôt Oui, pour l'instant, c'est un petit peu tôt. On a assez peu. Voilà, on a 20%, donc ça représente 70-80 personnes Ouais, ouais, ouais. qui se sont connectées et qui ont commencé la formation. Euh, voilà, pour l'instant, il contribue. On a notamment, on a réalisé des activités pédagogiques collaboratives avec des Padlets sur différents sujets. Donc, ils viennent alimenter par leurs idées et le retour d'expérience ces outils-là. Voilà, on pourra faire d'ici quelques mois, je pense que d'ici la fin de l'été, on pourra faire les premiers bilans en termes d'activité et de collaboration. On va organiser les premiers webinaires, je pense, à la rentrée pour faire d'autres retours d'expérience parce qu'en fait, on s'appuie vraiment là-dessus, hein, on a beaucoup de formes différentes d'accompagnement des autorénovateurs. On a des dynamiques locales. C'est fortement ancré localement, hein, puisqu'il faut une communauté d'accompagnateurs localement qui accompagnent les autorénovateurs et puis des collectivités qui viennent soutenir ces dynamiques-là. Donc, sur chaque territoire, on a des écosystèmes qui sont un petit peu différents et des pratiques qui vont être différentes, des approches différentes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer cette diversité pour que chacun se les approprie et puisse mettre sur son territoire en place le dispositif et la dynamique qui est adaptée. Donc, l'idée, c'est, nous, on va proposer aussi des webinaires à partir notamment du programme COP Réno et apporter finalement les retours d'expérience qu'on n'a pas mis dans le MOOC parce qu'on ne pouvait pas mettre tous les retours d'expérience. On va venir compléter régulièrement avec des webinaires et voilà, essayer de créer une dynamique, faire monter cette dynamique. Et vous le disiez peut-être assez rapidement parce qu'on a 1 ou 2 minutes. Aujourd'hui, sur la séquence sur les collectivités, on a peut-être d'ailleurs des auditeurs ou des auditrices qui travaillent pour des collectivités aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu cette séquence, nous dire en quoi qu'est-ce qu'elle contient Oui, dans bien les sûr, grandes ouais. lignes? Ouais. Alors, du coup, on a cette séquence, elle est donc elle est basée, comme je le disais, sur les retours d'expérience. Elle est découpée comme chaque séquence en 2 chapitres. On a un premier chapitre sur les acteurs à mobiliser. Donc, l'idée, c'est de faire réfléchir les participants à sa place dans un contexte local et l'identification de l'ensemble des acteurs sur son territoire, les différents interlocuteurs clés à solliciter pour
pour mettre en place une démarche, un dispositif d'autorénovation accompagnée. Donc, on a par exemple un premier retour d'expérience en Normandie de la métropole de Rouen Métropole, avec le témoignage de la chargée de mobilisation de la filière professionnelle, Cécilia Godin, et Grégory Boulaine, qui fait partie d'une association, l'ARP Normandie, qui est une association de promotion des matériaux bio et géosourcés. Et du coup, ils présentent leur expérience, comment ils ont mis en place cette dynamique avec différentes études sur le territoire pour une analyse des acteurs, une analyse du modèle économique adapté, également comment ils ont fait participer l'ensemble des acteurs à la construction du dispositif. Voilà, donc on a ce retour d'expérience-là. On a également une cartographie de l'ensemble des acteurs. Donc, comme je le disais, ils peuvent se localiser et voir sur leur territoire qui est déjà mobilisé sur le sujet. On a également le retour d'expérience de la ville d'Oulin, Pierre Bénite, avec la préfecture du Rhône. Donc là, en Normandie, on est plutôt sur un territoire rural, et Oulin-Pierre Bénite et la préfecture du Rhône, on a un retour d'expérience plutôt urbain sur un quartier politique de la ville. Et donc l'approche est différente, avec de l'autorénovation accompagnée en partenariat avec un bailleur social, et voilà, et tous les éléments, voilà, comment ils ont mis en place le dispositif et toute la plus-value qu'apporte l'autorénovation accompagnée sur un quartier politique de la ville. Donc comme je vous disais, on a vraiment des formes très différentes d'autorénovation accompagnée. On a des approches qui sont très techniques, performance, rénovation écologique, et puis on a des approches qui sont beaucoup plus sociales, avec de l'intégration de l'humain pour de la réappropriation du logement. Et donc, dans cette séquence, on voit toute la diversité des dispositifs qui existent. On a également un retour d'expérience d'un département, la collectivité européenne d'Alsace, et qui explique sur quel dispositif opérationnel, notamment de l'ANA, de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, ils sont appuyés pour mettre en place leur dispositif. Donc on est vraiment sur du concret, de l'opérationnel. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour votre présentation. Il faudra s'inscrire au MOOC si on veut davantage de détails. Merci beaucoup. Après avoir parlé du bâtiment, parlons désormais des enjeux autour de la mobilité. Nous allons parler d'un commun qui cherche à rassembler les meilleures conditions pour démocratiser l'usage des véhicules intermédiaires. Bertrand Gervais, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont d'abord, pour commencer, les véhicules intermédiaires déjà? Ouais, bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Alors, je pense que le mieux est de montrer quand même une image, parce que ça C'est s'invente toujours parlant. pas. Voilà. Alors, un véhicule intermédiaire. Vous avez sans doute pas entendu parler de ces véhicules. Voilà, en voici un. Donc, un véhicule intermédiaire, enfin, véhicule léger et intermédiaire, VELI. C'est un nouveau type de mobilité qui essaie de se développer en France, pas qu'en France hein, d'ailleurs, et qui se situe un peu entre le vélo et la voiture. Alors, si vous tapez véhicule intermédiaire hein, sur Google Images, vous en verrez plein. En voici juste un exemple. Le principe, c'est que ce sont des véhicules beaucoup plus légers que les voitures, électriques, généralement à assistance électrique, c'est-à-dire que, comme un vélo électrique, hein, on est quand même un peu actif dessus. Et puis, ce sont des véhicules qui ne vont pas au-delà de 90 km/h. Hein, donc, il y a certains véhicules même qui vont plutôt autour de 50 km/h. C'est une mobilité qui est fortement développée par l'ADEME, soutenue en tout cas par l'ADEME, et qui se développe dans certains territoires. L'objectif, hein, c'est de pouvoir proposer un nouveau type de mobilité plus économe en énergie
pour la mobilité du quotidien, aller au travail, faire ses courses, déposer les enfants à l'école. Donc, par rapport à un vélo, hein, on va pouvoir avoir un passager parfois ou une charge hein, pour faire ses courses ou pour un artisan. Ça s'adresse plutôt à des trajets plus courts que ceux qu'on fait potentiellement en voiture. Et alors, bon, ça reste nouveau, hein, c'est tout un écosystème qui doit se créer. Hein, quand vous observez hein, cette nouvelle mobilité, tous les acteurs de l'écosystème, hein, vous voyez bien qu'on est au début de l'avènement de quelque chose. Hein, ça fait penser aux images quand on voit des documentaires sur les premières décennies hein, de création de la voiture ou de l'avion. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses extrêmement diverses qui se créent. Et donc, c'est un écosystème de constructeurs, de réparateurs, d'assurances, d'habitudes aussi, hein, qui doivent se créer autour de cette mobilité. Côté usager, hein, ce qui est important, c'est de pouvoir se sentir en sécurité, ne pas tomber en panne, trouver un réparateur. Et côté collectivité, hein, qui aujourd'hui soutiennent pour certaines le développement de ce type de mobilité, il y a des questions sur OK, comment est-ce que j'accueille ces nouvelles mobilités quelle est leur place à côté des voitures et des vélos? Donc, notre projet, hein, je vais vous présenter, hein, c'est un deuxième projet, à vrai dire. Hein. On avait déjà réalisé un projet en 2024 dans le cadre de l'extrême défi de l'ADEME qui soutient hein, le développement de cette nouvelle mobilité. On avait fait un travail qui s'appelait Vélimap, que je pourrais d'ailleurs partager dans le chat, hein, qui permet sur 2 territoires d'identifier à la fois les possibilités en termes d'itinéraires confortables, sécurisés pour ce type de véhicule, et puis pour les collectivités, hein, de pouvoir consulter une carte hein, des temps de déplacement et des itinéraires qui sont plus ou moins sécurisés à l'échelle du territoire, dans le but peut-être d'adapter des choses, d'adapter des aménagements, abaisser les vitesses de voiture. Hein. Cette mobilité, souvent, une difficulté qu'elle peut rencontrer, c'est que ces véhicules circulent sur la route avec les voitures, mais moins vite que les voitures. Donc, sur une voie avec un fort trafic, des vitesses assez élevées, c'est très insécurisant pour les conducteurs. Donc, notre travail, hein, c'est de pouvoir proposer des alternatives. Il y a un deuxième projet qui avait été réalisé par des partenaires hein, qui s'appelle IFPEN, autour de la consommation énergétique de ces véhicules. Et puis, un dernier projet hein, qui existe depuis déjà quelques années, hein, qu'on va intégrer à notre travail, hein, c'est l'application Vigilo qui permet de signaler des difficultés quand on est cycliste ou piéton. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est très utilisé par les associations et qu'on pense très pertinent pour les conducteurs de véli. Alors, notre projet, hein, j'aurais peut-être dû vous en parler avant, c'est l'idée de proposer un calculateur pour les véhicules intermédiaires à échelle nationale, permettant de trouver des itinéraires adaptés en termes de confort, de sécurité, hein, donc des alternatives à l'itinéraire proposé habituellement par les applications qu'on a tous dans notre téléphone. Un calculateur qui permettra aussi de mieux suivre sa consommation énergétique. Hein. Ce sont des véhicules, hein, comme tous les véhicules électriques, hein, notamment dans les pentes, qui voient leur consommation fortement augmenter. Ce sera disponible partout avec des mises à jour en continu, de telle manière que voilà, toute nouvelle information pourra être intégrée dans le calculateur. Ce sera un outil qui permettra pour les usagers hein, d'utiliser notamment Vigilo hein, pour nous signaler des difficultés, sentiment d'insécurité, aménagement problématique dans une rue. Tout ça sera en open data, hein, consultable par les villes. Donc tout le monde pourra signaler avec Vigilo, hein, donc les conducteurs de véhicules intermédiaires, mais aussi toujours hein, les autres mobilités actives, hein, les cyclistes, les piétons, les personnes en fauteuil roulant. Ces signalements, ils nous permettront d'affiner les propositions d'itinéraire. Hein. Donc, c'est un peu l'enjeu de proposer un calculateur de ce type sur toute la France. C'est que
on va avoir beaucoup de données, des données très très bien, très faciles à utiliser par endroit, parfois moins. Les signalements faits par les usagers, ils permettront d'améliorer fortement la qualité de nos propositions. Et donc, voilà, plus ce sera utilisé, plus l'outil deviendra juste. Notre souhait de faire un commun, c'est qu'on pense que pour développer cette mobilité, il faut proposer des choses communes, hein. C'est d'ailleurs un peu la philosophie derrière cette nouvelle mobilité en véhicule intermédiaire. Donc, tout notre code source sera ouvert, les données qu'on va produire vont être ouvertes aussi. On met en commun 2 projets, hein, le projet IFPEN autour de la consommation énergétique, et puis notre projet passé, hein, autour des aménagements pour les véhicules intermédiaires. Pourquoi un commun? C'est parce qu'on va aussi être très très connecté aux communautés existantes, Vigilo et OpenStreetMap, et puis parce qu'on veut que cet outil, hein, il soit réutilisable, améliorable par tous. Donc, les conditions, hein, pour démocratiser ce travail, hein, ça va être de rassurer l'usager, hein, que vraiment on apporte aux usagers des trajets plus sûrs. Alors, c'était un gros travail qu'on avait mené il y a 2 ans autour de ça, avec des associations qui portent le développement de véhicules intermédiaires. Donc ça, on va le poursuivre, ce travail. Outiller les collectivités, hein, pour qu'elles soient plus informées, plus connaisseuses des enjeux autour de cette mobilité, de ce qu'il faudrait peut-être adapter parfois pour la faciliter. Mutualiser, hein, ce que je l'ai déjà dit, hein, l'idée c'est de mutualiser les choses autant que possible pour qu'un écosystème puisse se créer. Et puis faire vivre l'écosystème, hein, c'est aussi un outil qui peut intéresser les constructeurs pour savoir les territoires qui sont les plus favorables au déploiement de leurs véhicules. Idem pour les réparateurs. Enfin voilà, on essaie d'inscrire ce commun dans un écosystème, hein, qui a besoin d'outils numériques pour mieux comprendre voilà, comment se développer. Aujourd'hui, donc, le projet il démarre, hein, on commence tout juste les premières réunions. Le travail sortira dans 1 an. Donc le lien vers Vélimap, hein, tel qu'il existe aujourd'hui, hein, donc sur 2 territoires, hein, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et le parc naturel des Grands Causses. Vous pouvez l'essayer, hein, notamment dans le parc naturel des Grands Causses, hein, il y a une association qui est très très active autour de cette mobilité. Voilà, et je crois qu'il y aura un salon du véhicule intermédiaire en septembre à Rennes. Donc c'est l'occasion de voir pas mal de choses. C'est assez passionnant à regarder, et on sera présent. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bertrand Gervais, pour cette présentation. Justement, vous disiez que le projet, il démarre, c'est les débuts des premières réunions. Quelles sont les prochaines étapes pour bâtir ce calculateur? J'imagine que vous avez Il y a 2 grands quelques idées. axes. Il y a 2 grands axes. Il y a un axe autour de la constitution d'une base de données à échelle France, hein, avec des informations sur le trafic, donc la densité de trafic, les vitesses pratiquées sur chaque axe, hein. C'est vraiment le gros de notre travail, hein, puisque c'est un enjeu fort pour ces véhicules. Le calcul des pentes aussi, hein, les pentes peuvent être une gêne, hein, pour ce type de mobilité. Des revêtements aussi, hein. Et le deuxième axe, c'est autour du participatif. C'est vraiment important pour nous que les usagers puissent contribuer à l'amélioration des données. Pour ça, on va reprendre intégralement l'application Vigilo, on va la remettre à plat. C'est en accord avec l'association qui l'a développée, pour en faire un outil qui va être mieux aussi pour les piétons, pour les cyclistes. Notre métier, quand on ne travaille pas sur les véhicules intermédiaires, c'est de travailler sur la mobilité piétonne et la mobilité des PMR. Donc, on va aussi améliorer Vigilo pour ce public, de telle manière que demain, un peu partout en France, on puisse avoir des gens qui expriment ce que c'est que d'être piéton, cycliste ou conducteur de véhicules intermédiaires. D'accord. Et l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cet outil à quel horizon? Vigilo, Le calculateur, pour les... d'ici 1 an environ, on va avoir sans doute 6 mois de développement intense, et puis déjà des tests en début d'année prochaine.
en vue d'une sortie dans un an. Ouais. C'est un calendrier qui reste assez serré. Ouais, effectivement. Bon, bah, on suivra également le développement. Merci beaucoup pour votre présentation. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les poser dans le chat. On prendra quelques temps en fin de présentation pour revenir sur les questions. Maintenant, on va prendre, on va dire, un peu de hauteur, si je me permets, de la hauteur de vue avec certains partenaires de la 3e édition de l'appel à commun de l'ADEME. Le premier, c'est la Fondation Massif, qui a financé et accompagné 5 communs, dont celui de l'ASDER Le Mocara, dont nous avons eu la présentation juste avant avec Rémi Cognier. Charlotte Toulis, vous êtes chargée des programmes nationaux à la Fondation Massif. Vous allez nous expliquer pourquoi la Fondation Massif accompagne et finance une partie des communs lauréats du 3e appel à commun. Mais peut-être avant ça, est-ce que rapidement, vous pourriez nous présenter la Fondation Massif? Alors oui, mais du coup, je suis en train de partager mon écran, comme ça vous aurez... C'est bon, vous voyez mon écran? Parfait. Parfait. Ben, écoutez, merci de m'avoir invité pour expliquer pourquoi nous, en tant que financeurs, on s'intéresse aux communs. Alors, juste un petit mot sur la Fondation Massif, qui est en fait représentative de ce qu'est une fondation. Donc, alors, nous, on a 33 ans. On a été fondé en 1993 par la Massif. Et notre mission, c'est de détecter, d'accompagner, de financer le développement de projets d'innovation sociale, locaux et nationaux. Et là, on travaille depuis quelques années sur la transition écologique juste, ce qui a été décrété par notre conseil d'administration. En fait, on incarne l'engagement social de la Massif, qui souhaite rendre à la société un peu de sa mission. Et on participe au développement, à la structuration de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Donc nous, on travaille sur 4 thématiques qui sont évidemment liées avec la Massif. On travaille sur tout ce qui est mobilité, habitat, santé et finances solidaires. C'est vraiment en lien avec les métiers de la Massif parce que ce qu'on souhaite, c'est accompagner les associations financièrement, mais aussi dans leur déploiement, dans les réseaux qu'elles peuvent monter, dans la mise en relation. Donc, intégrer ces écosystèmes, c'est plus intéressant pour elles aussi. Et bon, quelques chiffres clés sur la Fondation Massif. On soutient 150 projets par an, donc soit locaux, soit nationaux. C'est vraiment toutes les échelles. On distribue 3,4 millions d'euros chaque année. Et on est 13 dans les territoires et au national, on est 13 chargés de mission pour accompagner tous ces projets. Donc on est très nombreux par rapport aux autres fondations, donc c'est plutôt une chance en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'investir dans les communs? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que fondation, on reçoit des projets d'associations, des propositions de projets au fil de l'eau. Les associations nous contactent quand elles font un diagnostic sur le territoire d'une difficulté, soit un problème social ou sociétal. Elles font un état des lieux et elles viennent nous contacter en disant voilà, j'ai un projet pour résoudre potentiellement ce problème, est-ce qu'on peut avoir des financements et un accompagnement? Donc nous, on travaille vraiment au fil de l'eau sur nos thématiques jusqu'à ce qu'on rencontre l'ADEME et que l'ADEME nous explique son principe de commun. Et là, vraiment, ça a été... on s'est dit qu'il y avait un vrai enjeu sur certaines thématiques, sur certains défis sociaux, environnementaux, qui doivent être portés par des communs parce qu'ils seront plus efficacement résolus que par des initiatives isolées. Donc, on a trouvé cette approche et cet appel à commun très intéressant et on s'est dit, ben voilà, au-delà des projets qu'on soutient au fil de l'eau et qu'on continue à soutenir, on va investir dans les communs parce que c'est une façon d'aller plus vite, plus fort et de façon plus intéressante, toujours avec une problématique d'intérêt général. Donc, il y avait vraiment trois raisons. D'abord, on s'est dit que grâce au commun, c'était vraiment un moyen d'accélérer le développement des projets sur la transition écologique. Et voilà, on sort de canicule, ça a déjà été dit. Il y a une urgence climatique et on s'est dit que les communs, c'était vraiment la façon de partager la connaissance, de partager les outils, de partager les expériences, de travailler tous ensemble. Et du coup, au lieu de faire que chacun reparte à zéro avec sa petite problématique, on irait plus vite, plus fort en travaillant sur des communs. Donc on s'est dit, voilà, vraiment, c'était l'opportunité et il fallait vraiment que nous, financeurs, on aille sur ces sujets-là de commun, sur ces problématiques qui nous concernent tous. Après, la deuxième raison, c'est une raison que Héloïse a partagée déjà tout à l'heure, c'est qu'en travaillant sur des communs, on réduit les coûts, on évite les duplications de projets, on favorise le changement d'échelle. C'est-à-dire que quand on produit collectivement une ressource, elle est mise à disposition de tout le monde, toutes les organisations
peuvent l'utiliser, l'améliorer. Et en fait, ça rend toutes ces innovations sociales, numériques, écologiques plus justes, plus rapides, moins coûteuses que des démarches qui sont menées séparément. Et donc, l'idée vraiment de financer ces communs, c'est que leurs ressources vont être réutilisées par d'autres acteurs, même si un acteur a des difficultés sur un sujet. Avec les autres personnes, les autres structures qui travaillent sur le commun, du coup, elles sont plus fortes et les autres structures peuvent prendre la suite. Enfin, c'est vraiment une dynamique de mutualisation et ça augmente forcément l'impact des projets, au-delà de chaque projet initial et traité de façon très individuelle. Donc, vraiment, le commun, ça permet la duplication de projets, ça favorise le changement d'échelle. Et puis, un autre point aussi qui nous semblait vraiment intéressant, c'est que la philosophie du commun, ça permet de renforcer le pouvoir d'agir des territoires et des citoyens les plus fragiles, selon nous. Et comme on a vraiment une vocation d'intérêt général et une volonté de travailler à une transition écologique juste qui parte des besoins les plus fragiles, on se disait que ces communs, c'est le meilleur outil possible parce que les communs ils reposent sur une gouvernance ouverte et ils favorisent l'implication des utilisateurs. Et en fait, avec cette multitude d'acteurs, il y a beaucoup plus de possibilités pour les personnes fragiles, pour les personnes qui sont les premiers concernés par la transition environnementale, de s'impliquer, de participer, de porter leur voix. Et du coup, on se dit qu'en partant des besoins des plus fragiles et en leur permettant de s'exprimer, on a des solutions qui après vont être adaptées à tous parce qu'elles vont pouvoir s'élargir à tout citoyen lambda. Et donc, grâce à ces communs, c'est vraiment pour nous l'occasion de faire que ces innovations soient accessibles au plus grand nombre. Et c'est vrai que, voilà, en tant que structure d'intérêt général, on a vraiment envie que tout le monde soit embarqué dans cette transition écologique juste et que ces communs soient portés et soient bénéfiques à tout le monde, toute la société. Donc voilà, en fait, c'est ce que j'ai mis en conclusion. Si on doit résumer en quelques mots, nous, les communs, pour nous, c'est vraiment une spécificité et c'est une façon de porter plus fort l'innovation sociale, de porter des coopérations, d'avoir un meilleur outil de diffusion des connaissances et d'accélérer la transition écologique juste, donc partant des besoins des plus fragiles. Et puis surtout, on est d'intérêt général, donc notre mission, c'est de veiller à ce que les bénéfices de tous ces projets soient largement partagés et ne soient pas captés juste par un acteur unique. C'est vrai, pour nous, ça c'est très important. Donc voilà, donc on parle beaucoup des communs, on en parle beaucoup autour de nous pour essayer de motiver d'autres financeurs à s'intéresser à ces problématiques-là. Et on a pris notre bâton de pèlerin et on espère que ça va continuer. Merci pour cette présentation. Votre rôle, il va au-delà d'un simple accompagnement budgétaire, hein. Quels sont les autres types d'accompagnement, si vous pouvez un peu développer, que vous faites? Je pense à peut-être la mise en relation, mise en réseau. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Alors, on essaye. En fait, il n'y a pas de. Aujourd'hui, nous, il y a d'autres fondations qui font des accompagnements très structurés. Nous, on n'a pas d'accompagnement vraiment type structuré. On s'adapte vraiment à ce dont a besoin l'association qu'on accompagne. Donc, ça peut être. Oui, alors des mises en relation, ça, on essaye au maximum de les faire parce qu'on va passer énormément de projets sur énormément de territoires. On a mes chargés de mission dans les régions, des liens avec les maires, avec les collectivités. Donc, on essaie de faciliter les relations pour créer des coopérations, pour créer des vraies communautés locales. Donc, on fait beaucoup de mise en relation. On peut faire du conseil juridique, on peut faire du conseil en communication. Là, on est en train de déployer. Alors, on vient de signer l'accord. Donc, c'est officiel juste là ce mois-ci, mais on va développer une politique de mécénat de compétences. Parce que la Massif, c'est quand même une énorme entreprise. On est 12 000 collaborateurs. On a beaucoup de compétences sur l'assurance, sur la communication, sur les RH, sur les contrats de travail. Et donc, on va développer encore plus toutes les compétences qu'on peut mettre à disposition des associations en faisant des mécénat de compétences. Donc, une association viendra en nous disant, là, par exemple, on a un exemple d'une association qui a beaucoup grossi, qui est passée de 1 à 11 salariés en 3 ans et qui dit, je ne sais pas comment gérer mes salariés, comment optimiser leur temps de travail, comment optimiser le cadre de travail, les rémunérations et tout ce qui est hors rémunération. Et donc, on a une équipe de mécénat de compétences qui va les accompagner pendant 6 mois pour les aider à restructurer leur cadre de travail et le cadre de travail de leurs collaborateurs. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. On essaie vraiment de s'adapter à ces associations qui sont des petites structures, souvent,
qui sont des couteaux suisses, qui ont une capacité à innover, à s'adapter, ils ont une énergie extraordinaire, ils sont un lien extraordinaire avec tous les gens et les citoyens du territoire. Et nous, on essaie en fait de les aider dès qu'ils ont un souci, quel qu'il soit, hein, pour faciliter leur travail, faciliter leur mission et faire que leur projet soit déployé le plus facilement possible. D'accord. Et dans le cas de, par exemple, le Moukara de l'ASDER qui nous a été présenté juste avant par Rémi Cognier, je crois qu'il a été accompagné par la Fondation Massif. Et si oui, comment s'est passé cet accompagnement? Alors, bon, il faudrait demander à Rémi. Mais c'est vrai que le Moukara, c'est un projet un peu particulier parce qu'ils étaient déjà très avancés quand on les a rejoints. Donc, je dois dire que c'est l'un des projets où on n'a pas eu tellement d'accompagnement parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Ils étaient déjà très, très organisés, très accompagnés. Ils étaient très accompagnés par l'ADEME. Après, je pense que nous, notre rôle, ça va être maintenant, aujourd'hui que le MOOC est fait, ça va être de le diffuser, d'en parler dans les réseaux qu'on a parce qu'on soutient beaucoup d'artisans qui font de l'autorganisation accompagnée, on soutient beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets-là, on est adhérent à l'ONPE qui est l'Observatoire national de la précarité énergétique, donc on est en relation avec pas mal d'énergéticiens qui sont préoccupés par la précarité énergétique et par tous les problèmes qui en découlent. Donc je pense que là, notre travail aujourd'hui, ça va surtout être de communiquer sur ce MOOC, de convaincre le plus de personnes possibles, de pouvoirs publics, d'acteurs privés, de s'intéresser à ce sujet-là, de faire que les assureurs s'intéressent à ce sujet-là pour faciliter le travail des artisans qui souhaitent faire de l'ARA. Donc je pense que là, aujourd'hui, notre rôle, ça va être vraiment un rôle de communication et de porte-parole et de porte-voix, en fait, pour le projet. À la Fondation, est-ce qu'il y a des domaines ou des types de communs que vous souhaitez soutenir davantage dans les prochaines années? Tout commun sur, je vous dis, la mobilité, l'habitat, la santé. Tout nous intéresse. Dès qu'il y a une problématique sociale ou sociétale, tous les sujets sont importants. Nous, on est vraiment aujourd'hui là sur la transition écologique. Mais bon, ça concerne tout le monde. Mais les autres communs qu'on a soutenus, c'est aussi des communs sur les véhicules légers intermédiaires, sur les VELI, parce qu'on pense que c'est une vraie solution innovante pour les petites collectivités en milieu rural. Donc, non, mais vraiment, nous, c'est vraiment tout sujet de mobilité solidaire et durable, l'habitat solidaire et durable, voilà. Il y a un côté innovant, quoi. Oui. C'est important dans votre démarche. En fait, c'est important parce que nous et toutes les autres fondations, on a la chance d'avoir une sorte de financement. En fait, on est des financements privés et on peut se permettre de financer des expérimentations qui vont marcher ou pas. On peut se le permettre. Et donc, nous, notre objectif, c'est de financer des expérimentations, de financer des nouvelles idées en se disant si ça fonctionne, et bien après, les pouvoirs publics pourront le reprendre et le généraliser et l'élargir ou le mettre dans des systèmes ou dans des solutions de droit public. Alors que les pouvoirs publics, c'est plus difficile pour eux souvent d'innover, d'expérimenter des choses parce qu'ils ont des comptes à rendre sur les sous qu'ils utilisent et sur les enveloppes qu'ils utilisent. Donc nous, en tant que fondation, on a cette liberté de pouvoir expérimenter des choses. Donc c'est vrai qu'on se concentre sur tout ce qui est un peu innovant et nouveau parce qu'on se dit c'est là où il y a les meilleures solutions pour le monde de demain et que nous, on a la chance de pouvoir financer des expérimentations qui vont se casser la figure, mais c'est pas grave, on aura essayé. Merci beaucoup, Charlotte Hollis. On espère que le moins se casseront la figure, mais effectivement. Merci pour votre participation. Il y a un autre partenaire aujourd'hui qui est avec nous. Liliane accompagne depuis le deuxième appel à commun de l'ADEME et pour cette la troisième édition, ça a été encore le cas. Marie-Agnès Sherman, vous êtes responsable de la fabrique de la donnée territoriale au service de l'offre et des communs à l'IGN. Pour quelles raisons l'IGN a souhaité accompagner les communs lauréats de l'appel à commun de l'ADEME? Oui, du coup, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plusieurs années qu'on est impliqués, nous, c'est vrai, dans la démarche des communs.
En fait, on a eu un bouleversement assez fort. Donc nous, on est l'Institut national de l'information géographique et forestière, hein, pour expliquer. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît, mais on est un établissement public administratif de l'État et notre mission, c'est de produire des données et de les mettre à disposition via de la diffusion pour tout ce qui concerne la description du territoire. Donc l'occupation du sol, les bâtiments et également toute la forêt française, qu'elle soit publique ou privée. On fait l'inventaire forestier, on met ces données à disposition. Du coup, on a eu un bouleversement avec l'arrivée de l'open data parce que nous, à l'époque, on vendait toutes nos données et c'est vrai qu'avec le mouvement qui s'est opéré de licence ouverte, on est passé d'un producteur finalement assez isolé de données géographiques où on était très autonome dans notre production, on travaillait pas forcément avec les autres, à vraiment une ouverture et une autre façon de travailler avec beaucoup plus de collaboration et de contribution pour se dire une donnée, elle peut être produite par l'IGN, mais aussi par d'autres acteurs. Et on a notre directeur général qui est Sébastien Soriano, qui a lancé une démarche en 2021 des géos communs. Et ça s'est traduit par la création notamment aussi d'un incubateur qui a été la fabrique des géos communs, qui a été créée en 2021 et qui s'appelle aujourd'hui la fabrique de la donnée territoriale. Du coup, la notion de commun, elle est assez importante à l'IGN. Elle est vraiment sur le fait de faire ensemble, de pas être isolé. Et aussi, il y a beaucoup tous les enjeux de souveraineté parce que nous, on est quand même un établissement public administratif où on travaille à des référentiels nationaux qui vont appuyer les politiques publiques. Donc, il y a toute cette notion de souveraineté autour des communs. Voilà. Je sais pas du coup si, enfin, juste pour expliquer la fabrique de la donnée territoriale, nous, donc à la fabrique des jeux communs, on est un incubateur, donc c'est-à-dire qu'on incube vraiment des startups, ce qu'on appelle des startups d'État. Nous, on fait partie du réseau Betagouv de la Direction interministérielle du numérique. On travaille avec, en fait, faut savoir qu'il y a une vingtaine d'incubateurs de services publics numériques au niveau des ministères et puis des opérateurs comme l'IGN, le CEREMA, l'ADEME en a un également. Et en fait, on accueille dans nos locaux, on propose des méthodes de travail où on va incuber des startups d'État. Et nous, on a une orientation, vraiment un positionnement très fort. On est un incubateur de communs numériques. On se revendique comme ça et on a pu prouver, je pourrais le présenter après, on a réussi à faire des communs. Et on travaille beaucoup, nous, sur l'harmonisation de données. Comment est-ce que une donnée qui est produite et qui va répondre à un besoin territorial ou national, elle va avoir vraiment de l'impact dans les services qu'elle rend et de l'utilité dans l'usage qu'elle a parce qu'elle est harmonisée. Donc voilà, on travaille vraiment c'est vraiment notre proposition de valeur. Et peut-être avant que vous nous développiez quels sont les communs que vous avez aidé à développer, vous nous expliquez que la fabrique de la donnée territoriale, elle est en gouvernance ouverte depuis peu et pourquoi ce changement il a été opéré? Oui, alors du coup, en fait, on est passé du coup de la fabrique des jeux communs à la fabrique de la donnée territoriale. C'est quand même un changement de positionnement assez fort. À l'époque de la fabrique des jeux communs, l'IGN était le seul à décider des projets qu'il incubait. Il y a eu une évolution aussi avec un rapport qui a marqué pas mal les choses, qui s'appelle le rapport Mission Data et Territoire, qui a été rendu, il me semble, en 2023 et qui fait différents constats des défis que la donnée territoriale elle doit relever. Il faut que l'État et les collectivités travaillent plus ensemble. Il y a encore une production de données qui est quand même assez dispersée avec la donnée sur les éclairages publics qui peut être produit ou par exemple, pour prendre les espaces verts, elle peut être
produit très finement à l'échelle d'un territoire. On a beaucoup plus de mal au niveau national à l'agréger. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour mieux dialoguer et créer des dynamiques de passage à l'échelle? C'est important. Enfin, nous, comme on est un organisme national, ce passage à l'échelle, il est vraiment dans notre ADN. Et du coup, il a été aussi en France, il faut savoir qu'on est très fort dans la standardisation des données. Mais en fait, après, comment est-ce qu'on connecte ces standards de données qui sont faits, notamment au travers du Conseil national de l'information géolocalisée, à des services numériques qui vont vraiment rendre service aux citoyens, aux usagers et aussi qui vont permettre de suivre les politiques publiques? Comment est-ce qu'on connecte vraiment ça? C'est notre rôle un peu à la fabrique. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Il faut que les collectivités, les associations de collectivités qui représentent les territoires, ils soient moteurs dans le choix des projets qu'on va incuber à la fabrique. Et du coup, on a ouvert complètement notre gouvernance. Aujourd'hui, on est un dispositif d'une vingtaine de partenaires avec des représentants des besoins des territoires, des pilotes nationaux qui travaillent sur la donnée. Donc là, vous avez tous les logos. On travaille aussi avec des sponsors thématiques. Et du coup, on travaille aujourd'hui sur des chantiers où on ne serait pas forcément allé seul à l'IGN. La base routière en commun, ça c'est important, c'est un projet de route, de base nationale routière vraiment qui va connecter différentes bases qui sont produites par des gestionnaires au niveau local, au niveau départemental, au niveau national. Et il y a une notion aussi qui est venue de ce dispositif partenarial sur les chemins ruraux qui sont des chemins qui se perdent et parce on perd ce patrimoine en France et du coup il y a beaucoup d'initiatives de recensement. C'est vraiment un commun et comment est-ce qu'on les met dans une cartographie et des outils qui peuvent être faits plus de façon collaborative et passer à l'échelle nationale. On travaille sur les limites administratives et les compétences territoriales et aussi les obligations légales de débroussaillement. Enfin, c'est vraiment des sujets de plus qui viennent du terrain et on va travailler en collectif au sein de la fabrique. D'accord. Et donc, vous, l'aide dans votre accompagnement que vous faites aux lauréats des différents appels au commun, comment se matérialise l'aide que vous avez apportée et que vous apportez encore aux lauréats, j'imagine avec des données géographiques et cartographiques. Enfin, voilà, est-ce que vous mettez en place des visualisations Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que souvent on nous consulte pas mal pour ce que j'appellerais la découvrabilité de la donnée, c'est-à-dire D'accord. aujourd'hui il y a énormément de données. Nous, c'est vrai qu'on est experts des données, du coup c'est facile pour nous de dire bah, tu peux aller là, trouver telle donnée. Sur les parcs et jardins, bah, il y a des choses sur OpenStreetMap, il y a des choses à l'hygiène, il y a des choses dans les collectivités. Voilà, nous, tout ce volet un peu expertise de où trouver la donnée, comment y accéder et comment elle va être un peu conçue et travaillée. On nous pose pas mal de questions là-dessus. Les lauréats, ils sont assez demandeurs. Après, on peut aussi orienter sur à la fois des services pour accéder à des fonds cartographiques. Par exemple, on a lancé une start-up d'État qui s'appelle Carte Facile à la fabrique. Et c'est vraiment très différent par exemple, des fonds de plan qu'on peut faire à l'hygiène qui sont très détaillés ou même sur OpenStreetMap. Il y a une richesse d'informations dans le fond de plan, notamment à grande échelle. Là, on a décidé de tout retravailler et on fait vraiment des fonds de plan assez allégés qui vont permettre d'afficher une carte sur son site web. Parfois, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir une information très exhaustive. Ça va dépendre de l'objectif qu'on a. Donc voilà, on peut orienter vers des solutions. On a aussi travaillé récemment avec Carte Facile là, sur un fond de plan pour les malvoyants. Comment est-ce qu'on peut adapter vraiment avec de l'audio la cartographie? Voilà, on essaye d'être assez inventif sur le volet cartographie. Donc ça, on peut apporter de l'expertise. Je pense aussi je fais le lien avec ce qu'a dit peut-être, ce qui a été dit avant ou présenté dans les communs. Je pense tout ce qui est collaboratif. Nous, on travaille, on a une forte adhérence à la fabrique avec OpenStreetMap parce qu'on a incubé, je pourrais présenter après, mais Panoramax, qui est un commun qui
qui est une alternative vraiment libre et gratuite à Google Street View. Donc, c'est une initiative de l'hygiène avec le collectif OpenStreetMap France. Et du coup, on a aussi cette notion de comment est-ce qu'on travaille avec des communautés, comment est-ce qu'on peut travailler à des outils de signalement pour faire du collaboratif. Voilà, on a cette expertise-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Justement, non, mais Ouais. c'est très bien, justement, Panoramax, je crois que vous aviez une petite. Enfin, si vous voulez nous le présenter rapidement, je crois que vous aviez Oui, quelques alors slides. J'en profite pour dire à toutes les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions encore à poser, vous pouvez les poser dans le chat. On prendra quelques minutes après 11h30 pour faire un peu le tour des questions, même si je crois qu'une partie a déjà été répondue à l'écrit. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de les écrire. Je vous laisse, pardon, je vous redonne la parole. Oui, en fait, on a incubé différentes startups et en fait, nous, on a une méthode où on accompagne par phase assez courte et plutôt itérative. C'est ce qu'on appelle la méthode produit, qui est bien adaptée au numérique, en fait. C'est différent d'une méthode d'un grand projet, notamment au niveau informatique. Panoramax, c'est une initiative qui est née, je dirais, en 2021, puis bon, qui était notamment dans les cartons d'OpenStreetMap France bien longtemps avant. Du coup, c'est un commun de vue immersive. Donc, vraiment, ce que vous voyez quand vous vous connectez à Google Street View, en fait, on fait la même chose avec les collectivités, notamment la société civile et aussi des entreprises privées. Il y a une communauté qui est quand même très variée. L'intérêt, c'est de pouvoir partager des photos de terrain qu'on va collecter avec des caméras, par exemple type GoPro. On peut les héberger, les verser dans Panoramax. Nous, on les héberge, on les floute. Et tout est versé dans un métacatalogue où après j'ai une visionneuse où je peux accéder aux données. L'intérêt, c'est par rapport à ce qu'a dit Héloïse ce matin, c'est que la base de données, pour le coup, elle est ouverte. Donc, contrairement à ce que fait Street View, donc ça permet ensuite de développer des modèles pour aller détecter, par exemple, les panneaux les panneaux de camions, les panneaux de signalisation. Aller voir vraiment, on peut interroger la base pour par rapport à son cas d'usage. C'est un commun qui s'étend vraiment à l'étranger et à l'international. Là, la couverture orange, c'est tout ce qui a été couvert. Euh, euh, Ouais, c'est vraiment un géocommun dans sa façon de faire. Nous, on accueille les équipes de Panoramax, donc on voit bien, ils ont beaucoup de rituels avec la communauté. Ils prennent les décisions vraiment tous ensemble. C'est un commun avec vraiment des gens d'univers très hétérogènes. Et puis, ils ont été malins dans la façon de faire pour vraiment se dire, voilà, il y a plein de, euh, excusez-moi, il y a beaucoup de collectivités finalement qui prennent ces photos parce qu'elles passent des marchés pour prendre ces photos, mais en fait elles sont jamais mises en commun. Chacun en fait finalement a ses photos de territoire. Et ce qui a été intéressant, c'est de se dire je crée une sorte d'hébergement décentralisé où chacun peut aller héberger les données où il veut, mais elles remontent dans un catalogue où finalement on a une couverture nationale et qui dépasse maintenant les frontières du territoire national. Et c'est ça qui fonctionne. Et juste pour vous montrer, donc ça c'est ce que vous voyez dans la visionneuse. Et là c'est en orange aussi, il y a voilà comment est-ce qu'on peut détecter des panneaux. On a plein de cas d'usage qui remontent. Là, c'est Vigicru ou un département aussi qui est une communauté d'agglo là, qui est allé voir utiliser Panoramax et faire des vidéos une fois que la crue était passée. Donc, on peut avoir beaucoup de cas d'usage métier qui remontent. Et puis voilà. Enfin, j'essaye de penser. Oui, en fait, ce que je me suis dit tout à l'heure
en écoutant la présentation sur Véli Participatif. Là, c'est qu'aussi, en fait, nous, on fait le prêt de caméra. Ça permet de tester Panoramax, donc les collectivités ou des personnes nous contactent pour emprunter des caméras. Donc on envoie par la poste pour un mois des kits de caméras et on a de plus en plus de demandes pour les vélos. Du coup, je me disais ça pourrait être intéressant aussi de voir comment la communauté elle peut contribuer à alimenter avec des images de vélo et puis des parcours d'itinéraires peut-être. Ça peut être une piste qu'on a avec Véli Participatif. Bah, si ça permet de créer des idées, tant mieux, faire émerger des idées. Merci beaucoup, hein, Marie-Agnès Sherman, pour votre présentation. Je crois que certaines questions sont apparues dans le chat. Nous avons une question d'Anne Panté, directrice concertation à la 7. Y a-t-il des actions de commun sur l'usage et la gestion de l'eau avec des agrégations et désagrégations des données, villes, départements, régions où les bassins versants sont emboîtés? Alors, je ne sais pas. Oui. Alors nous, juste pour l'hygiène, c'est vrai nous sur l'eau, on a plutôt une action un peu régalienne quand même. On travaille beaucoup sur la gestion de l'eau, mais côté description des cours d'eau, en fait, il faut savoir qu'il y a plein de cartographies de cours d'eau différentes. Du coup, on essaye de mutualiser nous plutôt sur la géométrie du cours d'eau déjà et comment on peut avoir des cartographies harmonisées. Après, je sais qu'il y a pas mal de startups d'État qui travaillent sur des cas d'usage autour de l'eau. Donc, je vous invite peut-être à aller sur la page beta.gouv où il y a pas mal de startups d'État. Il y a Viso, je pense, qui travaille sur les prélèvements d'eau, par exemple. Enfin, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait. Après, je sais pas s'ils ont toujours une approche commune, mais voilà. En tout cas, oui. Non, mais voilà. Merci. Bah, ça peut donner des pistes. Si vous avez quelques questions, c'est le moment. C'est les quelques dernières minutes pour les poser. Il y a eu pas mal de questions très intéressantes sur l'Ice-Tool Plus. Je ne m'attarde plus parce que je crois que les réponses ont été abordées. Oui, bien sûr, les prochaines échéances du prochain appel à projet, de toute manière, vous allez recevoir tout par mail. Voilà, vous avez jusqu'au 1er septembre 2026 pour candidater à la première salve et le 2 février 2027, ça sera la date limite pour la deuxième vague de la 4e édition. Mais Louise Calvier, je vous laisse reprendre si vous avez des compléments, si c'est bien ça. On vous entend pas très bien. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, Oui, non, je disais que c'était très bien résumé et que c'était ça pour le 1er septembre et le 2 février, les deux dates à retenir pour la sélection. Et voilà. Et puis après, toutes les infos sur le détail des défis sont sur le site Innover pour la transition. Mais le lien est disponible sur les slides qui vous seront partagés. Voilà. Oui, on le rappelle, les 3 défis, hein, c'est coopérer pour électrifier l'industrie, les bâtiments et la mobilité. Le deuxième, coopérer pour l'affichage du coût environnemental. Et le troisième, coopérer pour s'adapter et éviter la maladaptation. Écoutez, s'il n'y a pas davantage de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes. Je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices que le replay sera disponible très prochainement sur le site de Cadre de Ville et vous recevrez les informations par mail. Vous aurez également les slides de nos intervenants et intervenantes avec toutes les infos utiles à toute fin. Voilà. Vous pouvez revisionner sur Cadre de Ville également l'ensemble des webinaires qui ont été réalisés depuis, je crois, 5 ans avec l'ADEME. Et j'en profite donc pour vous souhaiter une belle suite de journée et un bel été. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au Bonne revoir, journée. merci. Au revoir.